Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Éric. Bonjour Ronan. J'ai été surpris de lire ça la dernière fois parce que je ne pensais pas que c'était dans nos traditions culinaires. Mais tu savais qu'il y avait de l'éléphant au menu des restaurants parisiens en 1870 ? Mais oui, et aussi du singe, du kangourou, du chameau et même du chat et du rat. Ah, Ouais, je comprends, t'as du mal à me croire, mais il y a une explication, c'est que l'hiver 1870 a été une période très particulière pour les habitants de la capitale. La consommation de ce genre d'animaux exotiques fait donc figure d'exception. et on sait pourquoi ? Eh oui, alors un peu d'histoire, Ronan. Au cours de l'hiver 1870, Paris est assiégé par l'armée prussienne après la défaite de Sedan, le 1er septembre, et l'abdication de Napoléon III. Il ne reste plus aux troupes du chancelier Bismarck qu'à s'emparer de la capitale, en commençant par la couper totalement du reste du pays. À l'intérieur de l'enceinte de Paris, on trouve 2 millions de civils, 200 000 gardes nationaux qui s'y sont réfugiés. Bon, heureusement, juste avant le siège, qui va commencer le 17 septembre, on avait pu faire quelques réserves alimentaires. Le bois de Boulogne et le jardin du Luxembourg avaient accueilli des milliers de moutons, de cochons et de vaches. On avait aussi stocké, dans l'Opéra de Paris par exemple, de grandes quantités de pommes de terre, de riz, de farine, de maïs, de fromage, de vin, etc. Et ça ne va pas suffire ? Et non, le gouvernement va ouvrir des cantines pour nourrir à bas prix les plus démunis, ainsi que des boucheries municipales, mais ces dernières doivent appliquer un rationnement sévère. Elles ne peuvent distribuer que quelques dizaines de grammes de viande par personne. Et à la fin du mois, il ne reste déjà plus que du suif, de la graisse donc, à distribuer. Que vont manger les Parisiens alors ? Eh bien, ce qu'ils ont sous la main. Ils vont pêcher des poissons dans la Seine, la Marne, le lac du Bois de Boulogne. On abat également les 70 000 chevaux que compte la capitale avant de s'attaquer aux chiens et aux chats. Du chien et du chat, ça ne fait pas du tout partie de nos habitudes alimentaires. Non, pas vraiment, mais ces animaux familiers représentent bientôt les seules sources de protéines pour la population. Au marché des Halles, les étals des bouchers vont préciser si la viande de chien qu'ils vendent est de la chair de bulldog, de terrier ou de basset. Tu vois, c'est avant l'heure un peu la transparence pour le consommateur. Bien sûr, c'est un traumatisme pour beaucoup. Victor Hugo va même écrire dans ses mémoires, je cite, « Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac, nous mangeons de l'inconnu. » Et tu vois, Ronan, les anthropologues de l'alimentation nous apprennent que de ne pas savoir ce que l'on mange, ce que l'on incorpore, c'est-à-dire ce que l'on introduit à l'intérieur même de notre corps, eh bien, c'est l'une des plus grandes inquiétudes, l'une des plus grandes angoisses de l'Homo sapiens. J'imagine que les prix ont explosé pendant cette période, même ceux du chien et du chat. Oui, face à la pénurie, il s'envole. En décembre 1870, après 3 mois de siège, il faut déjà compter 2 francs pour un œuf, 5 francs pour une boîte de sardines, et c'est beaucoup d'argent. Un rat coûte déjà 3 francs et un chat 10 francs. Début décembre, les membres de l'Académie des sciences vont se réunir pour une dégustation à l'aveugle des nouvelles viandes parisiennes. Alors après avoir goûté du cheval, du chien, du rat et du chat, ils élisent le rat à l'unanimité comme étant la chair la plus fine et la plus goûteuse. Dégueulasse. Alors je ne sais pas quelle est ta préférence personnelle à toi, Ronan ? Aucune, je pense. Tout le monde était logé à la même enseigne ou certains bénéficiaient d'une nourriture plus qualitative ? Bon, qualitatif, c'est peut-être pas le bon adjectif, mais oui, les classes les plus aisées pouvaient s'offrir une nourriture, disons, moins rebutante. Alors de ce point de vue, le repas du 25 décembre 1870 sera une véritable expérience culinaire. Dans les grands restaurants, on prépare un repas inoubliable pour satisfaire une clientèle d'élite, bien sûr. Bon, toute la ménagerie du Jardin des Plantes et du Parc zoologique de Paris vont passer à la casserole. Le chef, Alexandre Choron, c'est une star des fourneaux de l'époque, propose un repas de Noël qui va rester dans les annales. Je suis pas sûr de vouloir connaître le menu. Eh ben, bouge-toi les oreilles alors. Pour les auditeurs de Cuisinons l'histoire, on trouvait à la carte de la tête d'âne farcie, un potage de consommé d'éléphant, du chameau rôti à l'anglaise, du civet de kangourou, des côtes d'ours rôties sauce poivrade, ainsi que du cuisseau de loup sauce chevreuil, du chat flanqué de rat accompagné de sa salade de cresson,
ou encore de la terrine d'antilope aux truffes. Mon Dieu. Et cette situation va durer encore longtemps ? Au cours du mois de janvier 1871, après plus de 4 mois de siège et alors que toutes les tentatives pour ravitailler Paris par les airs échouent, le gouvernement se voit dans l'obligation de rationner le pain qui constitue alors la base de l'alimentation. Officiellement, ce pain doit contenir que du blé, du riz ou de l'avoine, mais en réalité, il est principalement composé de paille moisie hachée. Alors face au désastre imminent, la famine, les maladies sévissent déjà, Paris capitule le 28 janvier 1871 et dans la foulée, l'armistice est signé au château de Versailles. Côté cuisine, le 19e siècle correspond aux premières applications de la révolution industrielle sur l'agriculture et l'alimentation. Oui, déjà les techniques de culture et d'élevage progressent, la productivité du travail paysan et la productivité de la terre s'accroissent, ce qui permet, à la fin du 19e siècle, à un nombre croissant de Français d'avoir accès à une alimentation plus abondante, plus diversifiée et moins coûteuse. Le pays entre dans une nouvelle ère. Oui, et en dehors des périodes de guerre ou de crise économique, bien sûr, les Français parviennent à manger tous les jours à leur faim. Vers 1800, pour donner 2-3 chiffres, les apports moyens par personne et par jour dépassaient pas 1700 calories. Vers 1840, ils atteignent 2000 calories. Et ils vont s'envoler jusqu'à 3200 calories sur la période 1890-1914. Ah oui, c'est énorme. Oui, et à côté des progrès dans l'agriculture, la fabrication des aliments s'industrialise. Vers 1800, le Français Nicolas Appert réalise une innovation mais totalement révolutionnaire qui est la conservation des aliments en les enfermant dans des bocaux de verre fermés hermétiquement et stérilisés au moyen de la chaleur. Bon, la conserve. Et puis il y a aussi la naissance du chemin de fer, l'augmentation de la vitesse des transports maritimes, ce qui va stimuler les échanges de produits agricoles et alimentaires. Tu parlais de repas à l'instant à plus de 3200 calories par personne, c'est très copieux, mais est-ce que pour autant c'était une alimentation équilibrée ? Non, pas complètement. On mange surtout des céréales, plus de 900 grammes de pain par jour en 1900, ce qui est l'équivalent de presque 4 baguettes, et aussi beaucoup de légumes secs et des pommes de terre. Un peu de viande et de poisson, dont la consommation est en augmentation, et de plus en plus de sucre. Le prix du sucre a fortement baissé et on fait beaucoup de propagande en sa faveur. Par exemple, une publicité de 1900 fait valoir qu'1 kilo de sucre fournit autant de force musculaire que 3,5 kg de viande et 12 kg de haricots verts. Oui, ça donne aussi beaucoup de caries. Merci Eric de nous partager tous tes savoirs. On termine avec l'histoire d'une expression culinaire. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi on dit se placer en rang d'oignon. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, cette expression n'a absolument rien à voir avec les oignons, mais avec le baron d'Oignon, c'était son nom, qui était le chef du protocole royal dans la seconde moitié du XVIe siècle. Lors de cérémonies officielles, certains participants s'agaçaient du zèle du baron qui leur cassait les pieds pour qu'ils se placent en respectant très scrupuleusement leur rang. Merci beaucoup Eric, on se retrouve bientôt ? À très bientôt Ronan. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Cuisinons l'Histoire.